Bonsoir et bienvenue à tous. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Cette célèbre phrase du président de la République du Cameroun, Paul Biya, recevant le président français François Hollande à Yaoundé le 3 juillet 2015, avait en son temps fait couler beaucoup d'encre et de salive. Certains y voyant de la défiance vis-à-vis du président français, alors que d'autres y observait une sorte d'affirmation de la force de sa légitimité. Paul Biya totalise en ce mois de novembre 2019 37 ans de pouvoir suprême, sans compter le temps passé dans la haute administration. Et il n'est pas le seul, même si beaucoup de ces challengers en Afrique en matière de longévité viennent de quitter la scène, allusion faite notamment à Robert Mugabe ou encore Abdelaziz Bouteflika. Il reste encore des dinosaures, Todora Obiang Nguema Mbazogo de Guinée équatoriale, 40 ans, ou encore Denis Sassou Nguesso, 35 ans. En réalité, la question n'est pas fondamentalement la longévité. La préoccupation est celle de savoir si cette longévité profite au peuple souverain ou pas. En clair, la longévité est-elle un facteur de stabilité politique ou un obstacle au développement des États africains? Voilà la question qui est au centre de cette émission de Centre sur le débat. Merci, Madame, Messieurs, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de Centre sur le débat ce soir, j'ai introduit le professeur Simon Basilikine de Milep. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Oh, c'est moi qui vous remercie plutôt de m'avoir invité et de venir partager avec vos autres invités et les Camerounais ce que nous pensons du sujet que vous allez présenter tout à l'heure. Vous êtes donc économiste de formation, mais je dois préciser que vous êtes également inspecteur général des affaires académiques à l'Institut universitaire catholique Saint-Jérôme de Douala. Tout à fait. Merci infiniment d'être venu. Je vous remercie. Professeur Bernard Alphonse Amougou Marga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Tout à fait. Et vous êtes enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Douala. Et je dois rappeler que sur le sujet, en débat ce mercredi, il y a un ouvrage que vous avez produit dans ce sens, un ouvrage collectif. Oui, un ouvrage collectif coproduit par les anciens du département qui s'intitule Le chef, la famille, le pouvoir, les tendances dynastiques dans les États africains. Sous la direction du professeur Dekambi Dibongue. D'accord. Ça, c'est le département des sciences politiques. De l'université de Douala, tout à fait. De Douala. Merci infiniment, professeur Bernard Alphonse Amougou Marga, d'être sur ce plateau. Professeur Emmanuel Tuntua, bonsoir. Bonsoir, Duval. Merci d'être venu. C'est toujours un plaisir pour moi de venir discuter avec vous et discuter avec les Camerounais sur des sujets d'actualité. Alors, vous êtes historien de formation et j'aime bien préciser que vous êtes spécialiste d'histoire politique. Oui. C'est mon dada. Voilà. Alors, vous avez la parole à garder, professeur. Alors, lorsqu'on parle de longévité au pouvoir, est-ce que ça renvoie à quelque chose dans l'histoire politique du monde, dans l'histoire des États africains? Ça renvoie à quoi dans votre esprit? Pour moi, ça renvoie à ce que les historiens appellent le long règne. Les longs règnes. Est-ce que les longs règnes débouchent toujours sur la Révolution, la Révolution française? Vous connaissez que des historiens disent que c'est le long règne de Louis XIV. Qui a accouché la Révolution française. Est-ce que les longs règnes sont toujours bénéfiques pour le peuple? Est-ce que les longs règnes sont bénéfiques pour l'individu? Est-ce que les monuments, tout ce qui est patrimonial, qui se crée autour des hommes politiques, se fait dans la longue durée ou la courte durée? À mon avis, c'est autour de ce problème. Mais je voulais... Autrement dit, la question de long règne est une question problématique. Oui, oui. Et je voulais poser quand même ce problème sur le plan de l'actualité. Il est démontré que l'Afrique centrale a la moyenne mondiale des longs règnes. C'est-à-dire que nous sommes avec notre président, celui du Tchad, la Guinée et de Congo, n'est-ce pas? Nous avons en termes de bilan, en termes de moyenne, la plus grande moyenne, n'est-ce pas, dans le monde. Et la question que je me pose, est-ce que nous avons la moyenne des lieux les plus développés ou est-ce que la moyenne de développement dans le monde? Est-ce que ces longs règnes n'ont pas un rapport avec la richesse de nos sous-sols aussi?
Est-ce que les longs règnes ne garantissent pas pour ceux qui exploitent le sous-sol un peu quelque chose de profitable pour eux? Est-ce que les peuples d'Afrique centrale tirent toujours un bon avantage de ces longs règnes? Moi, c'est la première question que je me pose. Et juste pour passer la parole à d'autres, je me suis rendu aussi compte que si on prend, et ce n'est pas un problème politique, de sensibilité politique, prenons la Chine. Vous savez qu'après le long règne de Mao Tse-tung, il y a eu toute une longue révolution. Et les Chinois, pour éviter donc la crise, ont mis des règles dont le nouveau secrétaire général est en train de s'affranchir. C'était qu'on ne pouvait pas faire plus de 2 mandats comme secrétaire général. On ne pouvait pas entrer au comité... du Parti communiste. Oui, on ne pouvait pas être secrétaire général pour plus de 2 mandats. On ne pouvait pas entrer au secrétaire du Parti communiste à plus de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il veut éviter la crise qui est née du départ Mao Tse-tung. Donc les peuples sont promis sans changer de système. Mais ils ont voulu se rendre compte que les longs règnes peuvent tuer le système. Et est-ce que aussi chez nous, les longs ne peuvent pas tuer le système après? Voilà un peu quelques questions que je me suis posées quand je suis venu. Monsieur Bernard-Alphonse Amougou, est-ce que c'est une problématique que vous comprenez? Je veux dire, ce débat sur la longévité des chefs d'État, notamment en Afrique, est-ce que c'est un débat qui pour vous a son sens? Tout à fait, le débat a son sens. Le professeur l'a signé tout à l'heure. Dès lors que un individu reste longtemps au pouvoir, ça crée ce que nous avons appelé des familles. Ça crée des regroupements, ça crée des réseaux qui se finissent par se structurer et parfois d'autres se restructurent, se déstructurent. Et au fond, on ne sait plus exactement quelle est la ligne qui est à suivre si celui qui a le pouvoir ne tient pas fermer les manettes. Et si celui qui a le pouvoir ne donne pas une véritable direction au système. Donc à partir de ce moment-là, le long règne peut lui-même devenir problématique. C'est peut-être ce à quoi nos États sont confrontés. Quelle est la ligne qui est tracée par la longévité au pouvoir? Quelle est la ligne qui est tracée? Est-ce pour assurer une tendance hégémonique des gouvernants? Est-ce pour donner au peuple des conditions idoines de développement? Parce qu'il ne faut pas aussi oublier une chose. Face à la situation économique de nos États, et le professeur Tchumcho l'a rappelé tout à l'heure, on va bien se rendre compte que nos États, par exemple en Afrique centrale, il y a une forte pression, une forte convoitise sur les matières premières. Est-ce que cela ne justifie pas aussi le long règne de certains leaders qui se disent qu'est-ce qu'on va faire? Comment assurer la stabilité de l'État face à de telles convoitises? On voit bien ce qui s'est passé en RDC après le départ de Mobutu. Il y a une telle pression qui est exercée sur ceux qui gouvernent que parfois, avec la convoitise internationale, que parfois on ne sait pas exactement où est-ce qu'il faut aller. Donc le long règne en lui-même, s'il est bien structuré, peut être un outil de développement. C'est-à-dire que le leader qui reste longtemps au pouvoir donne une voie à suivre et il l'attache ferme que cette voie soit suivie. Mais si ce n'est que pour assurer une tendance hégémonique des gouvernants, de certaines familles, ce que nous avons appelé des familles régnantes, qui finissent par s'accaparer des richesses, on va se rendre compte que cela va perturber le système à long terme. Parce que... C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, un long règne n'est pas mauvais. Le long règne en soi n'est pas mauvais, mais il peut devenir dangereux dans la mesure où il empêche la reproduction des élites. Parce que certaines familles vont s'accaparer des rouages du système. Ce sont ces familles-là qui, à côté du dirigeant qui lui a sa famille de gouvernants, vont se structurer autour de lui. Et ce sont ces familles-là qui vont, dans une certaine mesure, reproduire le système. Donc il y a la famille... Et cette reproduction du système devient néfaste pour la politique de développement. À la longue, elle peut devenir néfaste si l'on n'a pas la ligne à suivre. Quel est le cap? Si on a fixé un cap, le professeur a pris le cas de la Chine qui est très marquant. On dit objectif développement. Si je suis là pendant 40 ans, voici ce qui sera fait. Bon, mais si je suis là 40 ans pour me reproduire le pouvoir sans savoir ce qui sera fait, ça devient problématique. Ok. Professeur Simon Vassilikim, il y a souvent, je vais dire, chaque fois que ces débats sur la longévité se posent, on entend, c'est vrai que vous êtes économiste, hein, mais c'est certainement avec
l'éclairage des autres enseignants sur ce plateau. Chaque fois qu'on parle de longévité au pouvoir, notamment dans nos États d'Afrique centrale, certains très vite rappellent qu'il y a en Grande-Bretagne une reine qui est là ou depuis plusieurs décennies, ou encore bref, donne des exemples de monarchie. Est-ce que pour vous, c'est de la mauvaise foi dans la comparaison ou fondamentalement il s'agit d'une question d'ignorance, des gens n'arrivent pas très bien à savoir de quoi il est question? Oui, merci Duval, mais avant de répondre à votre question, je dois vous remercier parce que vraiment vous avez composé un plateau qui fait que moi je sortirai d'ici totalement instruit, parce que entre un historien spécialiste de la chose et un politologue de l'autre côté, tout également spécialisé de la chose, je crois que nos téléspectateurs qui nous regardent, donc à bien s'asseoir, ils vont profiter énormément. Maintenant, pour répondre à votre question, moi je pense que il n'y a pas, si je prends mon stylo Duval et j'écris, c'est mon écriture. Si je vous prête ce stylo, vous pouvez écrire et ne pas bien écrire avec. Donc, tout dépend de ce que l'on veut faire du pouvoir que l'on a. Aujourd'hui, je crois que l'histoire, et je parle sous le contrôle du spécialiste qui est à ma gauche, je crois que l'histoire a montré que s'il n'y avait pas Mao Tse-tung et Zhou Enlai, si ce duo-là n'avaient pas été là ensemble et aussi longtemps, il est à peu près certain que la Chine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, quelquefois, la longévité a du bon. Comme disait le professeur Amougou, si quelqu'un a une vision et s'il peut réussir à constituer autour de lui des personnes qui acceptent de participer, de contribuer et de travailler honnêtement pour cette vision, pourquoi pas? Ça peut marcher. Autrement dit, ce qui compte en réalité. Et si maintenant j'évoque un peu des situations historiques, si vous voyez les très grands hommes qui ont marqué l'histoire de France, je suis désolé de prendre la France parce que j'y ai fait mes études, parce que nous sommes de culture française. Vous voyez que c'est ceux qui ont vraiment marqué leur époque, c'est ceux qui ont eu le temps de tracer leur sillon. Qu'il s'agisse de Louis XIV, qu'il s'agisse de Saint-Louis, dit Louis le Grand, qu'il s'agisse même de De Gaulle, De Gaulle, pendant la guerre, 1946, il revient encore en 58 et il s'en va dans des conditions. Bref, il faut, comme disait le président Mitterrand, laisser le temps au temps pour penser des bonnes choses, les organiser et les mettre en place. Voilà ce que personnellement je ressens. Et je suis certain que si, à la suite du président russe qui a fait la perestroïka, il n'y avait pas eu des Poutine derrière lui. Vous voulez parler de Mikhail Gorbatchev? Tout à fait. Oui. S'il n'y avait pas eu un Poutine qui a une vision, vous voyez que la Russie est pratiquement aujourd'hui rétablie dans sa position de challenger des États-Unis. Alors que quand les murs sont tombés, quand toutes les républiques, quand le pacte de Varsovie a éclaté, quand même l'Union des républiques socialistes soviétiques a éclaté, on s'est dit, voilà, maintenant l'Amérique installée au sommet du monde et pour des siècles. Des siècles. Voilà. Et voilà Poutine qui est venu parce qu'il avait une vision, parce qu'il a eu autour de lui une équipe. Il a fait du yo-yo à un moment donné, et puis aujourd'hui il est installé. Je suis certain que M. Poutine, dans 10 ans, on l'aura encore, et ce sera tant mieux pour la Russie. Vladimir Poutine, ça fait 18 ans cumulés. Oui, en prenant en compte le yo-yo dont vous avez parlé tout à l'heure. Professeur Manu Tchinchoua, au finish, ce n'est pas fondamentalement mauvais d'avoir des hommes qui restent à la tête du pays pendant plusieurs années. Ce qui compte finalement, c'est peut-être la vision qu'ils ont et peut-être les moyens qu'ils déploient sur le terrain pour pouvoir obtenir la satisfaction des besoins de son peuple. Non, je pense que les longs règnes sont mauvais. Il faut dire ça clairement, les longs règnes sont mauvais. Si vous prenez chacun des exemples, je vous ai parlé de Louis XIV. C'est Louis XIV qui a endetté la France pour créer tous ces bâtiments et a affamé le peuple, ça a donné la Révolution française. Si vous prenez Mao Tse-tung,
Vous connaissez comment il y a eu après les procès des sorciers, parce qu'à la fin de sa vie, il était devenu impotent. C'est sa femme et ses machins qui dirigeaient le pays. La conséquence, il y a eu la révolution, n'est-ce pas, la machine culturelle, n'est-ce pas. Donc, pour dire que quoi? C'est-à-dire que le problème des longs règnes, c'est que de tourner le pouvoir autour d'un homme. Quand le pouvoir devient un pouvoir personnel, c'est dangereux. La plupart des longs règnes, c'est un pouvoir autour de quelqu'un. C'est-à-dire que si nous voulons... Prenez l'exemple, je ne parle pas de démocratie, hein, je parle après qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont compris qu'en mettant quelqu'un comme ça le pouvoir, c'est dangereux. Ils ont donc, le comité central du Parti communiste a récupéré son pouvoir. Et c'est le Politburo surtout, les 8 membres. Ceux qui étaient dans un pouvoir collégial. Si vous prenez la Russie aujourd'hui, la Russie est morte pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'était un empire dirigé par quelques personnes vieilles. Elle ne s'est pas adaptée au changement du monde. Et cet empire s'est effondré. Donc, prenons l'empire américain aujourd'hui. On peut dire ce qu'on peut dire, mais ce n'est pas que... Il y a des reproductions dans des familles, c'est vrai, mais ce n'est pas une famille qui se reproduit, c'est des familles et des familles qui se reproduisent. Et ça crée que ça fait la diversité des personnes dans ce pouvoir. Donc, à mon avis, je ne peux pas faire l'éloge des longs règnes. Les longs règnes, pour moi, c'est des longs de la catastrophe. Le pouvoir qui peut développer un pays, c'est un pouvoir autour d'une multitude de personnes. Que ce soit démocratie ou pas démocratie, si le pouvoir tourne autour d'une personne, la personne a toujours tendance à en abuser. Parlant de cette longévité, certains soutiennent que cette longévité peut donner lieu à la solidification des institutions, à la stabilité politique. Précisément en mettant plusieurs personnes qui ont la même vision autour du pouvoir, de telle sorte que, quel que soit... Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un système autour d'une seule personne, dès que la personne meurt, le système s'effondre. Mobutu, tout ça s'est effondré. N'est-ce pas? Dès que vous tuez Kadhafi, tout s'effondre. Parce que le pouvoir était autour d'une personne. Alors, si le pouvoir est un pouvoir partagé, même si vous tuez deux, lisez les grands révolutionnaires. La vraie révolution, c'est une révolution où chacun participe au pouvoir. Mais si c'est une personne, le danger, c'est que à cause des convoitises qu'il y a là, dès que vous mettez quelqu'un à côté, le système s'effondre. Or, un système qui ne se perdure pas, c'est un système dangereux. Il faut que le système perdure pour éviter les crises. Et pour perdurer, il faut que le pouvoir se partage. Même, je ne parle pas de démocratie ou pas de démocratie, mais je parle d'un système qui permet qu'il y ait une multitude d'élites ou de personnes au pouvoir, de telle sorte que la mort d'une personne ne tue pas le système. Professeur Bernard Alphonse Amougou, en écoutant le professeur Chumchoua, le sentiment qu'on a, c'est que les longs règnes, très souvent, développent des sortes d'oligarchies au sommet de l'État, ou en tout cas des groupes de personnes qui s'accaparent du pouvoir, au point où, au finish, il y a des sortes de métastases qui font que le développement ou la satisfaction des besoins des populations devient pratiquement difficile. Est-ce qu'il est possible de contourner cet aspect que vous avez évoqué tout à l'heure, bien que restant dans un long règne? Je crois qu'il faut déjà commencer par s'entendre sur ce que nous disons long règne. Oui. Long règne. Et puis faire la différence, et là je suis heureux que le professeur Chumchoua soit là, faire la différence État par État, par rapport à l'histoire politique de chaque État. Tout à l'heure, le docteur Baselikine évoquait un cas, et la France. Mitterrand a fait 14 ans de pouvoir. Ça a été un très long règne. Mais c'est grâce aux 14 ans de Mitterrand au pouvoir que l'Union européenne est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'à côté, il y avait quelqu'un d'autre, Helmut Kohl, qui également, par le fait du régime parlementaire propre à la RFA, a eu également à assurer. Donc, cela a permis de consolider quelque chose qu'on appelle Union européenne. Donc, à mon sens, c'est la vision qui prime. Prenons Cuba. On sait très bien le temps que Castro a mis au pouvoir à Cuba. Aujourd'hui, on nous dit que Cuba est l'un des rares pays au monde où la médecine est la plus développée. Parce qu'on a une vision. Il ne s'agit pas simplement d'avoir le pouvoir pour le pouvoir, mais il faut avoir une vision. Quelle est la vision qui est accolée au pouvoir? Et là, je rejoins le professeur Chumchoua. On va dire que si une vision est accolée au pouvoir, ça fait que le système peut se perpétuer au-delà du long règne des individus. Là, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que le système peut se perpétuer. Et survivre aux individus. Et survivre aux individus parce qu'on a une vision. Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce qu'en réalité, prenons le cas du Cameroun aujourd'hui. Si les Camerounais mangent bien, ils dorment bien, pourquoi les Libyens ne se plaignaient pas trop de Kadhafi? Parce qu'ils avaient satisfaction de leurs besoins. Oui, le problème de l'individu seul
peut créer problème au point où Kadhafi n'étant plus là. On sait très bien comment les forces centrifuges ont fait pour mettre à mal la Libye et ce qui en reste aujourd'hui. Mais si la personne qui est au pouvoir a une vision et que cette vision peut être implémentée, mais peut-être c'est juste... Mais il appartient aussi à la personne de construire le système de telle sorte que si elle ne venait pas à être là, cette vision demeurerait. Pour les sociétés occidentales, comme disons souvent démocratiques. Autrement dit, il ne suffit pas de satisfaire les besoins des populations au moment où on est encore au pouvoir. Il faut penser à la structuration, à la solidification des institutions, tout à fait, de manière à ce qu'elles puissent survivre. Tout à fait. C'est pour ça que j'étais d'accord pour cette une fois sur l'exemple chinois. C'est-à-dire qu'au-delà des individus, et il a bien fait de faire dire que l'actuel secrétaire président est en train de faire entorse à la règle, qui d'ailleurs a été actée par le même comité central qui autrefois disait qu'il ne fallait pas faire ceci. Vous voyez un peu. Donc, mais si la vision demeure, on va se rendre compte qu'au-delà des individus, le long règne ne poserait pas problème. Quelle est la vision? Le problème qu'on doit se poser en réalité, c'est, à mon sens, ce n'est pas tant le long règne, mais c'est la vision. N'oublions pas aussi que nos États sont très jeunes. Parce que même si on fait l'expérience du contraire dans les pays africains où il y a régulièrement une mutation au sommet de l'État, ils ne sont pas plus économiquement avancés que ceux, donc, on a l'impression qu'ils sont tous au même niveau. C'est ça en réalité le problème. Quelle est la vision que l'on a de la République? Quelle est la vision qu'on veut donner à nos sociétés? Si on fait fi de cela, l'oré en lui-même ne servira à rien. Ça ne sert à rien de se perpétuer au pouvoir si au final les populations ne savent pas où est-ce qu'on va. Est-ce qu'il est possible, professeur Bassirou Ndebile, est-ce qu'il est possible de faire ce distinguo? Est-ce qu'il est possible de faire cette dissociation au point où, malgré le long règne, qu'on se retrouve dans une situation où on a des institutions qui sont solides, qui ne s'effondrent pas, je veux dire, au lendemain du décès du grand timonier? Oui, c'est-à-dire, il est possible, évidemment, il est possible. C'est ce que nous Sauf qu'on n'a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire. C'est ce que nous appelons la vision. Si il n'y a pas une véritable vision, si le pouvoir, c'est tout simplement de s'accaparer des biens de la République, si le pouvoir, c'est uniquement faire donner des bonnes places à des parents, à des cousins, à des parents par alliance, etc. Évidemment, ça ne donnera rien. Mais si mais en prenant en compte notre, je veux dire, la cosmogonie africaine, oui, la façon de faire et tout, est-ce qu'il est possible justement de le faire? Moi, je prétends que oui. Parce que le pouvoir, c'est un instrument, exactement comme je parlais du stylo tout à l'heure. Oui. Je prétends que oui. Parce que si quelqu'un est au pouvoir, a une vision qu'il veut implémenter, s'il a la capacité de vendre cette vision à une équipe solide autour de lui, eh bien, pourquoi pas? Je vous assure que quelque malheur qu'on ait eu à la mort de Mao Tse-tung, l'histoire de la Chine retiendra que c'est grâce à la longue marche qui s'est terminée par la République populaire en 1949 qui fait que la Chine aujourd'hui est en passe de devenir la première puissance économique. Oui, mais le professeur Njo indiquait tout à l'heure qu'il y a eu une sorte de fléchissement, je veux dire, de confusion. Oui, parce que nous autres qui sommes payés pour réfléchir, c'est le métier des enseignants et des chercheurs. Il faut toujours questionner le présent, le passé et l'avenir. Parce que nous autres qui sommes en train de réfléchir, quand survient un événement, on se dit, à quoi est-ce que c'est dû? Ah, c'est parce que Mao est resté trop longtemps, le seul timonier de toute la Chine. Voilà le malheur. Donc, désormais, on change. Mais apparemment, la sagesse est en train de revenir aux Chinois, et je crois, je parie, j'ai la conviction intime que désormais la Chine va être beaucoup plus équilibrée entre les deux options, c'est-à-dire changer systématiquement de président tous les 4 ans, comme un certain pays du continent nord-américain, ou garder le même président pendant 5 ans, pendant 15 ans, pourquoi pas? Donc, à mon avis, il n'y a pas de système qui soit vicieux
en tant que tel. Il y a les personnes, les individus qui instrumentalisent la vision et qui l'orientent de bonne ou de mauvaise manière. Et ces personnes, professeur Pinchoua, au-delà de la vision que ces personnes peuvent avoir en tant que détenteurs du pouvoir suprême, il y a peut-être un environnement qui peut ne pas être favorable à la présentation, au déploiement de cette stratégie et de cette façon de faire, oui, de manière à ce que cela soit profitable pour le peuple. Oui, mais je veux dire que, pour moi, ça c'est un choix. Hein. Oui. Pour moi, le pouvoir absolu est un pouvoir dangereux. Ça, c'est un principe. Nous essayons je disais que ce n'est pas une analyse intellectuelle. Lisez les textes chinois. La révolution culturelle, c'est la révolution de Mao. Et tout le monde a dit que c'était une erreur. Parce que le drame des pouvoirs personnels aussi, c'est ça, c'est de faire des dieux. Un homme n'est pas un dieu. C'est-à-dire ça crée des dieux, des hommes qui sont les premiers en tout, les plus intelligents, et les autres ne sont... et ce pouvoir absolu-là, ça crée des dieux. Et le pouvoir, la politique n'a pas besoin des dieux. Le pouvoir, c'est fait par les humains. Et donc, c'est parce que c'est fait par des humains qu'il faut éviter que quelqu'un devienne un dieu. Parce que quelqu'un devient un dieu, devient un monstre. Donc, pour moi, ça, c'est la première chose. Je voulais quand même revenir sur deux faits. Quand nous comparons, prenons l'Afrique seulement. Moi, je n'aime pas beaucoup. Prenons des pays comme le Botswana, comme la Tanzanie, comme le Ghana. Vous verrez que tous ces pays qui ont connu des mutations, des changements, sur le plan de la croissance économique, c'est des pays qui sont plus pauvres que nous, hein, en termes de richesse. Mais sur le plan de la croissance, ça a été fait par l'université de Porto. En fait, c'est que ces pays ont connu une croissance. Ce n'est pas que ces pays, et vous ne savez pas que ces pays, on a changé. Souvent, c'est même une même élite qui se reproduit. Mais le fait que ce pouvoir change d'une famille à une autre, d'un clan à un autre, et que ce pouvoir est limité dans le temps, fait que chacun a besoin de prouver quelque chose dans le temps, dans ces 10 ans, ces 15 ans et parti. Vous voyez? Donc, quand on n'a pas de limite, aucune limite, parce que quand on prend le Mitterrand, a des limites, il ne pouvait pas. La preuve, c'est qu'il a échoué, n'est-ce pas? Il a été mis en minorité, il a dû composer pendant longtemps. Donc, quand un pouvoir n'est pas... Le problème chez nous, c'est que ce pouvoir chez nous est sans limite, ni dans le temps, ni sur le plan du droit. Rien du tout, c'est le pouvoir divin. Et ce pouvoir divin crée crée des monstres. La conséquence, nous sommes au service, on crée des peuples au service d'un pouvoir, au service d'un individu. Et pour moi, ce n'est pas le long règne qui est en soi, comme je dis, c'est vraiment cette forme de personnalisation du pouvoir dans le temps et dans l'espace qui, pour moi, est sur le plan de la construction des nations, des peuples dangereux. Deux choses, professeur, peut-être pour davantage développer votre pensée. Est-ce que vous avez remarqué que tous les pays que vous avez cités sont des pays d'expression anglaise? Bon, c'est pour ça que quelqu'un a vaincu la malédiction francophone. Je ne dis pas que c'est la malédiction francophone. Je ne dis pas que c'est une malédiction francophone. Parce que, quand même, il faut dire une chose. En Afrique francophone, nous avons un problème avec le pouvoir. Ce n'est pas seulement le pouvoir du chef. Nous avons vraiment un problème avec le pouvoir. Je ne sais pas où c'est sorti. Mais je vous dis, nous avons un problème avec le pouvoir. Notre rapport au pouvoir est dangereux. C'est presque un réflexe conditionné. Hein, que dès qu'on te nomme chef de la salle, tu deviens empereur de la salle. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Mais je ne sais pas ceux qui sont plus spécialistes diront pour moi. Et la deuxième chose, vous avez semblé développer, établir une sorte de synonymie entre le pouvoir absolu et la longévité. Oui, j'ai dit que ce qui est en question au Cameroun, en Afrique, chez nous en Afrique, peut-être en Asie aussi, ce n'est pas seulement la longévité au pouvoir. Ouais. C'est la longévité qui... Cette longévité au pouvoir correspond à une forme de personnalisation absolue du pouvoir. C'est-à-dire un pouvoir au service d'un individu. Et pour moi, cela est dangereux. Comme disait quelqu'un, le pouvoir absolu crée des monstres. Et ce n'est pas, ça crée des dieux. Et les hommes n'ont pas besoin des dieux. Les hommes ont besoin des autres hommes. Visiblement, c'est pas votre avis, professeur? Non, c'est pas. Je dirais pas que c'est pas. Je voulais d'abord réagir sur le fait que j'aime pas trop souvent ce raccourci qui tend à dire que c'est les États francophones. Non, c'est un raccourci qui ne me sait pas beaucoup. Parce qu'en réalité, il faudrait encore démontrer que le peu de croissance d'un État comme le Ghana est foncièrement lié au fait que il y a eu ces mutations au sommet de l'État. L'histoire politique du Ghana n'est pas aussi heureuse que ça, avec les coups d'État, avec ces mutations. C'est pas aussi heureux que ça.
On pourrait aussi faire la même observation en Tanzanie. Le passage de Julius Nyerere avec la transition qui a suivi, c'est pas foncièrement des choses heureuses dans un pays comme le Kenya. Donc moi je pense que, ou bien le Nigeria, c'est pas toujours penser que c'est une relation de cause et effet pour penser que ce peu de croissance est lié, parce qu'il y a aussi des pays d'Afrique francophone, des pays comme le Sénégal, qui connaissent régulièrement les mutations au sommet de l'État. Donc je pense que c'est un raccourci qui parfois ne nous permet pas d'avancer. Deuxième chose, on peut avoir une longévité au pouvoir sans avoir un pouvoir absolu. Ça aussi, il faudrait pas l'oublier. Lorsque, autour de celui qui détient le pouvoir, on a un cercle qui permet de savoir quelle est la vision qu'on donne à l'État. Donc, on n'est pas... Et le pouvoir peut même être absolu et être institutionnellement encadré. Parce qu'il ne faut pas confondre deux choses. Si on prend le cas du Cameroun, le Cameroun, depuis 1960, a eu 2 chefs de l'État. Le premier dans un système de parti unique, le deuxième dans un système parti unique, multipartisme. Alors, cette longévité au pouvoir, si les deux sont plus ou moins liés, il faudrait aussi prendre en considération la logique multipartiste de la République qui prolonge le système de parti unique. Donc il ne faudrait pas simplement penser que c'est parce qu'on est sorti. Cette longévité est simplement liée au fait que les gens se reproduisent au pouvoir. Non, mais il y a aussi le fait électoral, ne l'ignorons pas. Vous avez commencé votre émission en citant le chef de l'État. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'à la fin de la citation. Parce qu'après avoir dit « ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut », il ajoute ceci. « Je n'ai pas usurpé le pouvoir par la force. » Oui, c'est pour ça que dans le questionnement, j'ai parlé de la force de la légitimité. Donc, n'oublions pas cela. Donc, il y a aussi le jeu politique, le jeu électoral qui permet de rallonger, si je peux m'exprimer ainsi, cette longévité au pouvoir. Donc, maintenant, je continue à dire, est-ce qu'il y a une vision? C'est la vision qui permet de voir. La Libye est l'exemple le plus patent. Lorsqu'on a enlevé Kadhafi, la Libye s'est effondrée. Mais pourtant, Kadhafi avait un projet pour la Libye. Kadhafi avait un projet pour la Libye. Même s'il fallait transmettre ce pouvoir à ses enfants. Si on analyse cet effondrement, la professeure, de votre point de vue, la raison, la cause principale, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas sûr? Est-ce que ce n'est pas la longévité? Ou le principal facteur? La longévité, il faudrait aussi que celui qui a la longévité au pouvoir sache s'entourer. Parce que ça aussi, on oublie souvent de le dire. Celui qui a la longévité doit savoir s'entourer. À telle enseigne qu'il sait avec qui il compose. C'est pour ça que toutes ces familles, tous ces clans, et qui concourent au maintien de la longévité du leader, doivent aussi concourir non seulement à l'amitié du système, mais aux institutions et au développement qui est peut-être... Oui, parce que ce que le professeur Tumcha a semblé de tout à l'heure, en tout cas c'est ce que j'ai retenu, c'est que cette longévité-là crée une sorte de sclérose. Au point où justement, à un moment donné, on a du mal à pouvoir faire bouger les lignes. C'est pour ça que je dis que le chef doit savoir s'entourer. Il doit savoir s'entourer. Il faut bien relire Machiavel à ce sujet. Machiavel est très intéressant. On ne connaît la sagesse d'un prince qu'à voir les hommes avec lesquels il s'entoure. Il faut savoir s'entourer. Qui peut porter ce projet avec moi? Jusqu'où? Si le chef ne peut pas... Parce que dans la plupart des cas, on reproche justement à ces chefs d'État de ne plus être en mesure de bouger parce qu'ils se sont pratiquement fait coincer par leur entourage. Ça veut peut-être dire qu'au départ... Prise au piège. Si au départ, on n'a pas une vision... Si au départ, on n'a pas une vision, on est rapidement pris au piège. Mais si on a une vision, on va toujours savoir se sortir de ce piège. Parce que le leader va rester focalisé sur sa vision. Donc chaque fois, il voudra rattraper pour remettre les gens sur la ligne de sa vision. Si on n'a pas une vision, on va rapidement se faire scléroser et on va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça en réalité le problème. Professeur Simon Basileki. Oui, le prof tout à l'heure nous a invités à revenir un peu sur l'Afrique. Et je crois que de ce point de vue-là, on ne devrait pas chercher un même instrument de comparaison entre l'Afrique et certains pays. Parce que vous observez, dans un pays comme les États-Unis,
où le président peut rester maximum 8 ans. Et encore, il ne peut le faire que si les 4 premières années ont été suffisamment probantes pour que le peuple puisse lui confier de nouveau le pouvoir. Mais aux États-Unis, en réalité, il y a un bloc qui détient le pouvoir, c'est le libéralisme, c'est-à-dire que les grands capitaines de l'industrie, c'est eux qui manipulent la classe politique. Et un peu comme vous voyez en France, quand M. Macron devient président de la République en France, tout le monde est surpris. Mais c'est tout simplement parce que c'est les dirigeants économiques qui ont réussi à lui donner le pouvoir pratiquement sur un plateau. Alors, tandis qu'en Afrique, nous sommes encore en phase de construction des classes dirigeantes. Parce que quand je parle des francophones que je connais le mieux, quand nous accédons à l'indépendance en 1960, on n'y est pas, mais alors pas du tout préparé. Parce que quand M. Mbida quitte le fauteuil de Premier ministre, personne ne dit pourquoi. On dit simplement Mbida, c'est un étonne, etc. Mais en réalité, c'est que quand M. Mbida est élu en 1957, les Français lui disent, ok, ils ne lui disent pas ça à lui, mais les Français se souviennent de Dien Bien Phu, c'est-à-dire qu'ils ont été battus par une colonie, le Vietnam. Et ils constatent que depuis 1954, l'Algérie est en train de forcer. Et dès avant 1954, 1948, il y a l'UPC qui se secoue. Alors, ils ont créé ce qu'ils ont appelé les interlocuteurs valables, des gens à qui ils pouvaient vendre leurs idées. Alors, on dit à M. Bida, qui lui sortait, il est de l'église catholique, hein, c'est un ancien séminariste, on lui dit, voilà ce que nous entendons faire, vous allez avoir l'indépendance en 3 ans, et sauf que nous allons continuer à coopérer. M. Bida dit, mais en France, vos armées sont dirigées par des généraux. Or, les Camerounais dans les armées coloniales, ici, les plus gradés sont au maximum sous-officiers. Comment allons-nous avoir une armée pour protéger le pays? En France, vous avez des écoles où vous formez les administrateurs et qui dirigent le pays. Et nous, on parle de rien, puisque les Camerounais les mieux placés sont des collaborateurs subalternes. Monsieur Aïdjo n'était que télégraphiste au PTT, hein. C'était pas une grande personnalité. Alors les Français ont compris, ce pays-là, le Cameroun, est vraiment dangereux. D'abord avec l'UPC, puis M. Mbidako, catholique, parce que l'Église catholique au Cameroun avait décrété que l'UPC était communiste et athée. Et donc les chrétiens, vous remarquerez qu'il n'y avait aucun catholique parmi les dirigeants de l'UPC. Donc quand un catholique est devenu UPC, c'était un péché, il allait se confesser à un prêtre blanc qui disait à son frère blanc, attention celui-là, et on le gérait comme on veut. Je suis un peu brutal pour dire que nous sommes en train de constituer des classes dirigeantes, aussi bien économiques que politiques. Et qu'on ne peut pas nous demander à nous autres Africains, surtout francophones, parce que les Anglais quand même avaient ce qu'on avait l'indirect rule, c'est-à-dire qu'ils laissaient les indigènes s'organiser entre eux, tandis que nous on était gérés jusque dans la famille par l'administrateur colonial. Et donc nous sommes en train d'apprendre. Et à ce moment-là, comme Mao en 1949, il vaut mieux laisser à des gens, à des visionnaires, quand il y en a, hein, il n'y en a pas toujours. Et quand je dis ça, je ne prétends pas que ceux qui sont là depuis 37 ans, 20 ans, comme vous avez énuméré tout à l'heure, sont forcément des visionnaires. Je dis qu'on ne doit pas juger de l'Afrique à l'aune de ce qui se passe dans les pays occidentaux. Parce qu'en Occident, le capital est roi, l'entreprise est la reine, et c'est le libéralisme, c'est-à-dire c'est le grand capital qui gère le pays. Et vous voyez qu'aux États-Unis, un républicain, un démocrate, c'est toujours le même cas.
On ne peut pas dire de cela en Afrique, ce qui ne veut pas dire que je donne au bon Dieu sans confession à nos dirigeants. Ça me fait bondir un peu ça. Alors, parce que la première chose, c'est qu'il pose la question de l'indépendance. Foncièrement, et c'est ça la question. Les Américains, il y a 2 siècles, étaient indépendants, ont mis un système qui régit leur vie politique depuis 2 siècles. Et c'est basé sur un certain nombre de principes, Bill of Rights et tout ce machin. Et ça n'a pas changé. C'était un gouvernement national. Les Chinois ont fait la révolution, ont mis en place un gouvernement national selon foi. Le gros problème chez les francophones, c'est que nous n'avons jamais été indépendants. Voilà la première question. Et je m'en vais. Quand il dit, qu'est-ce qui s'est passé? En 1948, quand on crée l'UPC, les Français disent, c'est 1954 qui se passe. 1954, vous avez, vous avez cette histoire de l'Algérie, ils disent, pas de 3e front au Cameroun. Oui. Ils décident donc, et surtout qu'on découvre le pétrole là, voilà. Ils décident de tout faire pour qu'un gouvernement national n'arrive pas au pouvoir en Afrique. Quitte à utiliser les armes de destruction massive. Et quitte à créer tout ce qu'ils ont créé. Bida, c'est qu'en fait, Bida n'a pas compris qu'à un moment donné, il fallait prendre le discours de l'UPC pour le vider de son contenu. C'est pour ça qu'on le met à côté. Et on a mis M. Aïdjo, qui est une fabrication française. Et Bida s'inscrit dans la même lignée de la fabrication française. Donc, la question, ce n'est pas la longévité du pouvoir, c'est la question de l'indépendance en Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on dit capitalisme, dans un pays, pourquoi on a des capitaines d'industrie pour créer un capitalisme national? Mais pourquoi? Parce que nous ne sommes pas indépendants. Il faut dire aux Camerounais, nous avons encore quoi? Nous avons la monnaie de quelqu'un. Le CFA, ce n'est pas notre monnaie. Donc, à mon avis, au-delà de l'enjeu pouvoir, la question c'est comment créer un pouvoir qui soit national, qui nous appartient. Comment pouvons-nous dire notre forme d'organisation politique qui réponde aux enjeux de l'Afrique et qui permet à l'Afrique de pouvoir dire quelque chose. Et surtout chez les francophones. Parce que quand vous dites, vous ne ferez pas le même lien au Botswana. Quand vous prenez je reviens sur l'exemple que j'ai cité. Je n'ai pas cité au hasard. Qu'est-ce qui s'est passé en Tanzanie? En Tanzanie, c'était un monsieur qui s'appelait Nyerere. Julius Nyerere. Qu'on appelle Walimo. Je vous rappelle que ce monsieur, quand il n'y avait pas de pétrole, marchait à pied. Il a créé un système qui est un système socialisant, vraiment, où il ne s'est pas enrichi, mais il n'a pas réussi. Donc après son décès, les gens ont dit non. Nous gardons la base du système qu'il a mis en place, mais nous refusons que quelqu'un ne soit au pouvoir pour longtemps. Ils ont déjà fait au troisième, quatrième président. En gardant le même... Mais c'est une vision nationale d'une élite de ce pays. Et pour vous prendre la même chose, ce qui se passe au Botswana. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que c'est des gouvernements de pays souverains qui essayent de penser, une élite souveraine qui essaie de penser son avenir. Chez les Franco, vous savez pas la même chose. Si vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, avez-vous vu un pays aller faire un coup d'État dans un autre pays pour mettre quelqu'un au pouvoir parce que ses intérêts sont pas en jeu? Il n'y a que les mots francophones qu'on trouve ça. Ouais. Donc l'enjeu, c'est vraiment ça. Arriver à bâtir des gouvernements indépendants qui nous appartiennent. Même si c'est n'importe quel système qu'on met en place, mais c'est le gouvernement pensé par des Africains. Et là, ça rejoint peut-être d'une façon ou d'une autre la question de la vision, parce que cette vision-là également peut être influencée par un certain nombre d'éléments qui peuvent être historiques, culturels ou même liés à l'environnement politique. Mais c'est en cela que la longévité peut aussi servir. C'est à cela que la longévité, c'est-à-dire que la longévité peut aider justement à mettre en place cette vision-là, mettre en place ce capitalisme national. La longévité peut aussi servir à ça. Or, si on est dans les coups d'État perpétuels, c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire, ce capitalisme national peut prendre du temps à se mettre en place. Or, il faut bien qu'il y ait un socle qui, au-delà, on peut tout reprocher, tout ce qu'on veut au capitalisme. Marx en a fait une très bonne analyse. Pour montrer entre l'infrastructure et la superstructure. Mais cette infrastructure-là, on en a... contrairement à ce qui peut passer, cette infrastructure, on en a vraiment besoin. On en a besoin. Il faut que ce capitalisme national peut être créé par la vision. Et cette vision aussi peut découler pour que le capitalisme prenne corps. Peut-être que la longévité peut servir à condition justement que ceux qui gouvernent mettent en place cette vision-là. Peut-être avant de développer rapidement, professeur Chincho, est-ce que cela ne rejoint pas le développement que vous avez souvent fait, à savoir que si on prend le cas du Cameroun, est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'au Cameroun, par exemple, il n'y a pas eu
au moment de l'indépendance, un véritable projet national. Oui, pour qu'il y ait un projet national, il faut qu'il y ait un gouvernement national. Oui. C'est le gouvernement national qui pense à un projet national. Oui. Et nous n'avons pas un gouvernement, nous n'avons pas eu un gouvernement national. Tout à fait. Ça, il faut dire ça. C'est-à-dire Ni au Cameroun, ni en Côte d'Ivoire, ni en francophonie. Et c'est peut-être à partir de ce projet national qu'on peut construire une vision. Mais il faut justement que les hommes qui sont au sommet de l'État, ceux qui s'entourent, qui sont dans l'appareil dirigeant, créent cette vision-là. Et on peut arriver à l'imposer à tous ceux qui gouvernent. On pense souvent au cas des États-Unis, mais on oublie de dire une chose. Les Américains ont créé leur vision. George Washington a une vision qui est aussi liée à l'histoire naturelle des États-Unis. Le mandat présidentiel des États-Unis est limité seulement en 1946. Oui. Mais c'était une pratique politique. Mais c'était une pratique politique. Oui. C'est Roosevelt qui s'affranchit de la pratique et à sa mort. Lorsque Washington fait ses 2 mandats, il se dit, bon voilà, je peux me retirer. Mais comme ceux qui viennent de Washington avaient du respect pour lui, on continuait à perpétuer cette pratique. Mais ce n'était pas écrit dans la Constitution qu'on fait 2 mandats. C'était 4 avitailles. Si on pouvait rester là, mais il s'est dit non, j'ai fait 8 ans, je peux me retirer. Du coup, on savait qu'après 8 ans, on pouvait se retirer si on en a fait. Mais Roosevelt s'en est affranchi. Du fait aussi de la guerre qui avait cours, et ça aussi, il faut le comprendre. La crise économique de la guerre. Et crise économique et la guerre. Donc, du coup, on finit par le constitutionnaliser. Donc, en réalité, ce n'est pas tant. Mais il y avait déjà une vision qui est liée à ce que le professeur disait tout à l'heure. Le socle du capitalisme industriel. C'est l'appareil politique militaro-industriel qui maintenait l'Amérique en place. Or, cet appareil industriel, ce capitalisme national, c'est ce que nous devons mettre en place aujourd'hui. Et peut-être, ça peut dire, est-ce que la longévité nous aide à mettre en place ce capitalisme national? Nous avons combien de véritables hommes d'affaires au Cameroun? Moi, je disais, sans publicité, la première cimenterie africaine au Cameroun est détenue par un Nigérian. Il faut quand même que nous les Camerounais, nous posions des questions. L'autre cimenterie est détenue par des Français. La Farge. Il faut quand même que nous nous posions des questions. Alors quand vous le dites, vous regardez qui les hommes d'affaires, ou vous regardez la politique économique en la matière? Je regarde tout ça. Je regarde tout ça. Je regarde tout ça, pas simple. Il faudrait que, si on veut avoir un socle industriel, que nous ayons une vision. Je dis, il faudrait donc que la longévité serve à créer cette vision. Voilà mon point de vue. Professeur Bassekine de Vilep, je vais peut-être poser une question qui va vous faire rire. On parle de vision depuis. On parle de vision. Oui. Au Cameroun, on a une vision en 2035. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être attendre que le président de la République actuel qu'il a impulsé puisse rester encore jusqu'en 2035 pour pouvoir impulser cette vision. Avec votre permission, Duval, et avec la permission des téléspectateurs, j'ai dit qu'il y a une différence fondamentale entre une vision et un slogan politique. Je ne prétends pas que l'émergence en 1935 ne peut pas être une vision, parce qu'en réalité, une vision, c'est au-delà de l'émergence. Qu'est-ce qu'on veut faire du Cameroun comme État? Mais si on dit en 2035, pardon, le Cameroun émerge, devient un pays économiquement important, mais si on n'a pas réfléchi à l'après 1935, ça cesse d'être une vision pour devenir un slogan politique. Par contre, je voudrais, avec votre question, vous rappeler que ce qui est même reproché au président africain, la plupart du temps, mais c'est précisément parce que, comme disait le prof, nous n'avons pas, une classe dirigeante vraiment préparée à la chose. N'est-ce pas? En 1960, c'est un petit télégraphiste PTT qui est propulsé président de la République. Et puis quand son successeur arrive en 1986, 82, pardon, je venais de terminer mes études et je commençais à travailler. Je me suis dit, voilà, on dit que M. Aïdjo n'a pas fait d'études. Voilà maintenant que nous avons quelqu'un qui est quand même sorti de Sciences Po Paris. Je vous assure, Sciences Po Paris, dans le monde, ça compte. Alors,
Donc, on a pris le bon chemin. Et malheureusement, il y a des tâtonnements, il y a des hésitations, il y a des échecs, il faut le dire. Sauf que, depuis quelque temps, et compte tenu de l'environnement, et je ne dis pas la conjoncture, de l'environnement, c'est-à-dire des capacités des dirigeants africains francophones à décider du destin de leur pays, nous avons constaté quand même que le président actuel a pris quelques mesures frappantes. Par exemple, le commerce avec la Chine aujourd'hui et notre pays, plus un autre pays d'Afrique centrale que je ne vais pas nommer, ne transite plus par le compte d'opération. Je vous assure, ça c'est une mesure qui ne fait pas de bruit, mais qui a une très lourde conséquence. Vous voyez que c'est seulement en 2011 qu'on découvre dans certaines capitales, dont Paris, que notre président est vieillissant et a trop duré. En 2011, il n'avait pas encore, mais on l'a quand même laissé se reproduire. Et puis, contrairement à ce que le président du Bénin venait de déclarer, il a dit textuellement, le Bénin va retirer toutes ses réserves en devises étrangères qu'il y a au Trésor français. Lui, je veux parler du président du Cameroun, il n'a pas fait de déclaration de ce type. Mais il a négocié, et quand vous marchez aujourd'hui, vous voyez des camions. Autrefois, tous les camions roulant au Cameroun venaient d'Europe occidentale, essentiellement de deux pays, la France et l'Allemagne. Et aujourd'hui, là, sur 10 camions, il y en a 4, 5, 6 qui sont chinois. Regardez les très grands chantiers. Pratiquement tous ont été dessaisis des entreprises françaises. Regardez le rebondissement du port autonome de Douala. Ça veut dire qu'il y a une vision qui commence à se matérialiser, même si ce n'est pas comme la longue marche de Mao qui a été préparée, comme le Mein Kampf de Hitler qui a été rédigé plus de 10 ans avant son application. Mais peut-être que l'expérience du pouvoir permet quand même d'ouvrir des portes auxquelles d'autres ont beaucoup de mal à toucher. Nous n'avons pas, nous au Cameroun, une base militaire étrangère. Ça, il faut s'en féliciter. Hein? Mais le président d'un pays voisin du nôtre a commencé à s'agiter à un moment donné à propos du franc français, du franc CFA, pardon. Et puis, on lui a rappelé que devant sa porte, il y a des militaires d'un pays étranger qui ont le fusil pointé. Et puis, vous voyez, donc ce que je veux dire... Vous n'avez pas cité mention qu'il s'agit du président du Tchad, Idriss Déby Itno, pour ne pas le nommer. Oui, ce que je veux dire, c'est que la vision, c'est vrai, devrait être matérialisée par des écrits, par des discours, par des paroles, par une idéologie. Et tout ça, ça nous manque. Le politologue et l'historien vont consentir que nous n'avons pas d'équivalent ni de Mein Kampf, ni de la longue marche, ni des écrits de Karl Marx. Et cependant, on voit que les choses bougent. Alors, je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure, professeur Chunchua, sur sur ce rapprochement que vous avez semblé faire entre l'absolutisme et le long règne, et qui visiblement a été battu en brèche par le professeur Amougou. Est-ce que la limitation du mandat est fondamentalement antidémocratique? Moi, je pense que le pouvoir, imaginez-vous, le pouvoir est usant. Le pouvoir use, quelle que soit la personne. Et donc... le travail en général. Le travail use. C'est pour ça qu'il y a la retraite. Et le pouvoir suprême use davantage. Donc, c'est mon avis, je suis foncièrement de ceux qui pensent que si on bâtit un système, pas autour d'une personne, autour d'un projet, on peut permettre à quelqu'un, après avoir déployé son énergie pendant 10-12 ans, de partir pour que quelqu'un prenne le pouvoir. De telle sorte que l'essentiel du pouvoir reste. Donc pour moi, pour moi c'est un choix. Je voulais quand même revenir un peu. J'ai un problème avec notre pays.
D'abord, il a parlé du slogan. Moi, j'ai grandi. Vous savez, on avait dit santé pour tous en l'an 2000, quand j'étais petit. Nous n'avons pas la santé pour tous en l'an 2000. Lutte contre la pauvreté. Manger pour tous en l'an 2000. Lutte contre la pauvreté, n'est-ce pas? Diminuer la pauvreté de moitié. Chaque jour, on fabrique des nouveaux slogans. Est-ce qu'un peuple se nourrit de slogans? Donc, moi, je pense que notre histoire, c'est cette capacité pour nous de recycler des vieilles lunes et de nous raconter chaque jour les mêmes merveilles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi que je voulais rebondir quand même, c'était l'histoire des Chinois. D'abord, quitter l'esclavage pour l'autre ne me paraît pas la meilleure. Et même encore qu'il faut être sûr qu'on est quitté. Prenez les ports, Douala, Dimbe, Kribi, c'est au français. Les trains là, c'est au français. Regardez la contribution des Français à l'économie nationale. Les Chinois, c'est rien du tout. Rien du tout, c'est-à-dire c'est presque zéro. Quand vous prenez c'est les premiers pas. Oui, bon, le premier pas, si c'est 37 ans, il faut attendre 100 ans pour avoir le deuxième pas. Donc je trouve que cette histoire, il faut attendre 100 ans pour le... Moi je pense, moi je discute des principes. Moi, mon principe, c'est qu'il n'y a qu'un gouvernement vraiment national pour penser une politique nationale. Et dans le cas d'espèce, nous sommes loin. L'Afrique francophone, loin. Il nous faut nous libérer. De telle sorte qu'on peut coopérer avec la France, mais pas coopérer en termes de mendiants. On peut coopérer avec l'Allemagne, on peut coopérer avec les États-Unis, on peut coopérer avec n'importe quel pays, pas en termes de sujets. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si on doit quitter, la difficulté chez nous, c'est quoi? C'est que nous n'arrivons pas à avoir une dimension de le pouvoir pour qui? Le pouvoir en Cameroun, là, c'est pour organiser quoi? Est-ce que c'est pour organiser notre vivre ensemble? Est-ce que c'est pour organiser notre avenir commun? Ou c'est pour l'avenir de quelqu'un? Ou l'avenir d'une classe sociale? C'est ça qu'il s'agit. Et c'est au service de qui? De notre intérêt de tous ou des intérêts de quelqu'un? Quel type de pouvoir nous avons? Pour moi, si le pouvoir n'est pas au service de nous tous, de notre avenir commun, de notre sécurité commune, pour moi, ce n'est pas un pouvoir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour moi, c'est un discours éthique qu'il faut poser aujourd'hui, c'est notre manière de faire. Et moi, je me sens mal à l'aise. Vous comprenez? Regardez comment nous sommes aujourd'hui. Nos enfants meurent dans la Méditerranée. Ils ne fuient pas le paradis. Nos enfants meurent dans le désert. Ils ne fuient pas le paradis. Est-ce que nous ne pouvons pas organiser un espace qui permet à nos enfants de vivre sur notre terre? De trouver un peu de quiétude sur notre terre. Et moi, je pense que pour moi, il nous faut nous remettre, même en tant qu'intellectuel, remettre notre façon de penser. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nos discours en Afrique, souvent, c'est que, bon, surtout en Afrique francophone, on côtoie le pouvoir de telle sorte, on a peur que ça nous brûle, et on fait comme on veut que la lune, le jour devienne la nuit. Non. Non, moi je pense qu'il y a un problème d'un échec de notre élite intellectuelle, un échec de notre élite de pouvoir. Ce que nous voyons avec nos enfants dans le désert, dans la mer, me choque au plus profond. Et nous devons penser pourquoi nous ne pouvons pas créer une agriculture qui permet à nos enfants, ou une industrie qui permet à nos enfants de vivre. Et c'est pour moi, notre système d'organisation a échoué là-dessus. Et le pouvoir, une des indications de l'échec, ce sont des règnes ad vitam aeternam. Pour moi, ça devient dangereux. Quelle est la part, professeur Bernard-Alphonse Sambou-Mbarga, quelle est la part de cette longévité du pouvoir sur le retard économique qu'accuse le continent africain aujourd'hui? Non, avant d'en arriver là, je voudrais rebondir sur ce que les deux intervenants ont dit. En rappelant une chose, quand on parle de vision, tout à l'heure, le professeur Basilekin et le professeur semblaient, chacun d'eux, il était pour montrer, il a dit tout à l'heure, il voit quelque chose, certaines lignes qui sont en train de bouger. Et je voulais rappeler une chose. Remontons en arrière. Les premières années du chef de l'État, il avait des discours très brûlants. Le Cameroun n'est pas la chasse de garder de quelqu'un. Qui s'en souvient? Le Cameroun n'irait pas au FMI. C'est ces deux phrases-là que je voulais rappeler. Qui s'en souvient? Mais c'était des propos forts. Je vous rappelle que lorsque le président le dit, c'est sans publicité. Nous sommes sur Equinox Télévision. Votre chaîne de télévision n'existe pas encore. C'est l'Allemagne qui vient de construire la CTV, comme on l'appelait à l'époque. Il faut bien qu'on s'en souvienne. Il avait des mots parfois très forts, très durs. Rigueur, moralité. Sauf que
la réalité du pouvoir a tout fait de le rattraper. Non, il ne faut pas, ce n'est pas qu'il n'en avait pas envie. Ce n'est pas qu'il n'en avait pas envie. Mais quand on parle de réalité du pouvoir, vous mettez quoi? Vous lui donnez quel contenu? On sait très bien, je ne voudrais pas revenir ici sur le coup d'État du 6 avril. Je peux revenir. Quand le président dit on n'ira pas au FMI, vous savez, qui demande au président d'aller au FMI? Donc, il ne faudrait pas penser qu'il n'en avait pas. Il n'avait pas des envies d'émancipation. Il ne faudrait pas... mais si vous prenez sous cet angle-là, ça veut dire que vous rejoignez le professeur Tuntua qui a parlé d'une souveraineté qui est factice. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faille sortir. Tout à l'heure, j'étais d'accord avec le professeur Tuntua quand il faisait les écarts entre les investissements français au Cameroun et les investissements chinois. Il faudrait que, entre les investissements français, chinois, américains, allemands, turcs et autres, qu'on voit la part qui est portée par les Camerounais eux-mêmes. Qu'on voit la part qui est portée par les Camerounais eux-mêmes. Or, si cette part n'est pas au-dessus, n'est pas 75% de l'économie nationale, nous aurons toujours des problèmes. Nous aurons toujours des problèmes. Il faut que cette vision soit... On parle souvent de nationalisme. Je dis souvent ce mot est galvaudé. Le vrai nationalisme est économique. Absolument. Est économique. Ce n'est pas des discours, ce n'est pas des slogans politiques. Donc, il faudrait donc qu'il y ait une vision qui accompagne ce nationalisme économique. Il faut qu'il y ait des banques camerounaises. Il faut qu'il y ait des entreprises, des vrais capitaines d'industrie camerounais. Pas ceux que j'ai souvent l'habitude d'appeler des commerçants. Il ne s'agit pas d'importer quelque, je ne sais pas moi, de la friperie et puis dire que importer du papier hygiénique, c'est encore que ça se vend. Pour dire qu'on est un capitaine d'industrie. Non. Il ne s'agit pas de dire qu'on a ouvert des hôtels à gauche et à droite qui passent le temps à être vides pour dire qu'on est un capitaine d'industrie. Attention. Il faudrait qu'on ait de vrais capitaines d'industrie au Cameroun qui vont porter l'économie nationale. Et la vision doit aider à encadrer cela. Moi, je suis fonctionnaire. Je vais vous donner un exemple qu'on n'a pas cité ici. C'est le Japon. Avec le célèbre MITI, le Ministry of International Trade and Industry. Je parle sous le contrôle du professeur Tuntua. Il sait de quoi je parle. Pour comprendre que, au sorti de la guerre, ce sont les fonctionnaires qui ont bâti le Japon moderne dont on parle aujourd'hui. Dans le célèbre MITI. Ce sont des fonctionnaires qui ont dit... Et voici ce qu'on veut donner à ce pays. Ils ne se sont pas enrichis. Nous, aujourd'hui, au Cameroun, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un vrai socle visionnaire. Et si la longévité, puisque c'est de cela que nous parlons, peut aider à construire ce socle, tant mieux. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui nous rassemble ici? C'est de savoir l'image qu'on veut donner du Cameroun. C'est l'image qu'on veut donner du Cameroun qui est importante. Si cette image-là, nous la galvaudons, le reste ne sert à rien. Donc, en réalité, on peut faire 50, 60 ans au pouvoir. Si on n'a pas de vision, ça ne servira pas. Tout à fait. Il faut qu'il y ait une vision. C'est pour ça que nous parlons. Si le vrai nationalisme doit être un nationalisme économique, et la vision, la longévité au pouvoir doit servir à créer cela. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais ce retour en arrière par rapport au premier mot, au premier discours du président de la République. Et on sait très bien que parfois, il a été en fronde avec la France. Ça, vous pouvez vous en souvenir à plusieurs reprises par rapport à certaines positions qu'il a eu à tenir. Il dit non. Pourquoi? Parce que de temps en temps, on a cherché cette émancipation. Peut-être que la stratégie qui nous amène à cette vision n'est pas claire. Et c'est ça qui pose problème. Elle n'est pas clairement explicitée. Elle n'est pas clairement explicitée. Professeur Simon Vasiliki, en lisant entre les lignes de la dernière phrase du professeur Mugomaga, le sentiment que j'ai, c'est que cette longévité au pouvoir également tient de la volonté des anciennes métropoles. Oui, c'est évident, Duval, que pour les dirigeants français, il vaut mieux avoir à la tête d'un Cameroun horriblement, extraordinairement riche. Vous savez que dernièrement, la Banque mondiale a financé et on a trouvé qu'au Cameroun, il y a pratiquement tout et partout. À ce moment-là, il vaut mieux avoir le même interlocuteur dont on connaît les qualités, les défauts, les faiblesses, les hésitations.
Si chaque fois je dois renégocier 5 ans avec X, et puis 10 ans plus tard, je recommence à zéro, ça ne marche pas. Parce qu'un gouvernement, un gouvernement a toujours la capacité de remettre en cause des accords signés. On a vu M. Trump venir dire que Obamacare, c'est fini. Et je crois qu'il y est arrivé. Hein? Ok, pas voilà. encore, mais en tout cas, il peut. Alors, le problème pour ce qu'on appelle, je ne sais pas si je vais utiliser ce mot-là, les partenaires étrangers. Non, pour eux, quand ça les arrange, ils oublient que nous avons des dictateurs. Mais dès qu'il y a une petite difficulté, ils créent des problèmes de toutes sortes. Et nous savons qu'aujourd'hui, les Amba Boys, même Boko Haram, nous savons d'où ils tiennent leur financement. Hein? Pour dire les choses que tout le monde connaît et dont on ne veut pas parler, on sait que les Ambazoniens ont reçu plus de 12 milliards de dollars canadiens en leur concédant plus de 40 000 km² de nos territoires. Cette entreprise qui s'appelle Kilimanjaro, si vous allez sur le net, vous allez lire, est aujourd'hui au tribunal à Toronto. Parce que Toronto, après avoir signé avec les Amba Boys, ils sont allés à la bourse de Toronto lever les fonds qui leur a permis de financer l'acquisition de ces concessions. Et le gouvernement canadien, enfin l'autorité simplement monétaire de la place financière de Toronto dit, vous avez signé ça avec quel pays? Et c'est pour ça qu'on disait au départ, le président doit aller à Bamenda ou à Buea, le président doit s'asseoir pour négocier. Le président ne pouvait précisément pas s'asseoir pour négocier avec le gouvernement, pardon, ne pouvait pas négocier avec eux parce que dans leur contrat avec Kilimanjaro, c'est nous sommes un pays émergent en négociation avec le Cameroun pour notre indépendance. Vous comprenez que s'il y avait eu une séance de 5 minutes, ils allaient présenter en disant, voyez, nous sommes en train de négocier. Et c'est pour ça que ce n'est pas le sujet du jour, mais le dernier grand dialogue a été bien fait parce qu'ils n'y ont pas été invités en tant que tels. On a invité des Camerounais, comme ils disent qu'ils n'ont pas de passeport, n'est-ce pas? Le Sisou Koutam, machin, qui est à Kondengui, dit que lui n'est pas Camerounais, hein, il a un passeport étranger. Alors, je voudrais donc terminer, parce que ça fait un moment que nous parlons, ce que le prof a dit tout à l'heure est très pertinent. On ne part jamais de chez soi que si on n'y est pas bien. Ouais. Vraiment, et... Non, en fait, ce qu'il voulait, je crois que l'image qu'il voulait développer, c'était de montrer qu'on a une Afrique qui est en difficulté, et ces difficultés économiques et sociales peuvent être liées un temps soit peu. Et peu quand il parle des enfants qui meurent au Sahara et dans la Méditerranée, ce qu'il ne dit pas, et il est enseignant, il le sait, nos meilleurs docteurs, ici maintenant, dès qu'ils ont soutenu, ils s'en vont. Parce que, quand vous avez un jeune docteur chez nous, dans la fonction publique, il ne gagne pas 500 000 francs. Mais s'il est au Sénégal, il gagne 1 250 000. Fatalement, les gens veulent partir. Donc, quand on parle de vision, il est très important que les autorités en place revoient le niveau des revenus des Camerounais. Parce que les revenus d'aujourd'hui, s'ils ne vous permettent pas de faire des économies, ne peuvent pas vous permettre d'investir demain. Alors, les économies d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain. Parmi les choses de la vision, il faut mettre le niveau des revenus des Cameroun au moins au niveau des pays équivalents tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon à côté. Parce que c'est le jour et la nuit. Et c'est ça qui fait que quand il y a un mal-être, les souris de laboratoire, si vous les nourrissez convenablement, vous leur donnez à boire, elles ne se battent jamais. Mais dès que vous les affamez 8 heures, ou vous leur supprimez l'eau 4 heures seulement, vous allez trouver qu'elles se sont mordues. Et si vous persistez, elles s'entretuent. Les souris ne sont pas carnivores. Hein? Elles s'entretuent simplement à cause du mal-être. Il faut que nos gouvernants
sache que l'on doit être bien chez soi. C'est la condition sine qua non pour bâtir un développement économique. Alors, professeur Magnus Mtua, vous avez démontré tout à l'heure que cette longévité au pouvoir, notamment dans les États africains, est d'une façon ou d'une autre responsable de la situation socio-économique assez catastrophique qu'on observe sur le continent, avec un certain nombre de clichés que vous avez pris, notamment ces Africains dans la Méditerranée, pour ne prendre que cet exemple-là. Alors, la longévité en Afrique, ou la fin des longs reins en Afrique, c'est pas pour demain. Hein. Il faut bien, peut-être, en attendant, trouver des moyens pour contourner. Bon, je ne sais pas, on a beaucoup dit, et je ne sais pas par où rebondir et recommencer, et peut-être relancer le débat. La première chose que je voulais juste, si il faut commencer quelque part, dire qu'à mon avis, ce n'est pas l'élite actuelle au pouvoir dans l'espace francophone qui peut, s'il n'y a pas un changement de paradigme, qui va changer les choses. Le niveau, qu'est-ce qui se passe? Je voulais dire que même celui qui importe et vend, je l'apprécie. Il crée quand même quelques emplois. Mais le gars qui est au bureau là, qui veut dire, monsieur, on va faire redressement fiscal pendant 5 redressements fiscaux en 2 ans. Hein? Redressement fiscal en 2 ans. Parce que tu n'as pas donné 100 000 ou 200 000. Mais c'est ceux-là qui tuent l'économie. C'est les fonctionnaires dans ce pays qui sont devenus tout puissants, hein, qui tuent l'économie, qui tuent le pays. Vous faites l'hôtel, pour investir dans l'hôtel, c'est des milliards. Mais quelqu'un peut se tenir là, un machin, faire un crayon, il tue. Et c'est ça qui est chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, vous n'avez même pas... Vous allez au procès avec l'État pour gagner, je ne sais pas, il faut attendre 10 ans pour gagner. Est-ce que ça ne tient pas du niveau des revenus du fonctionnaire? Ce n'est même pas le niveau des revenus du fonctionnaire. Est-ce que les fonctionnaires participent de la vision? Oui, parce que la fonction publique actuelle, est-ce qu'elle a un objet? Elle est focus sur quel objectif? Oui, donc c'est ça le problème en réalité. Donc, moi, c'est vraiment, honnêtement... À quoi travaille ce fonctionnaire? Quand on voit Yaoundé, quand vous voyez des fonctionnaires, vous regardez les villas des fonctionnaires, les maisons des fonctionnaires, quelqu'un qui tue 350 000, 400 000, il construit une maison de 100 millions. Attends, vous vous demandez comment ça se fait. Il n'a pas d'autres revenus. Et personne, il n'y a aucune loi sur l'enrichissement illicite. C'est-à-dire que, normalement, un fonctionnaire qui se trouve avec une villa de 100 millions, le procureur devait ouvrir l'enquête. De vous à moi, c'est le minimum. Donc, et je vous le dis, parmi les promesses, vous vous souvenez que dans le seul interview, je crois, du président de la République à Eric Tindjé, il avait dit qu'il ferait une loi sur l'enrichissement illicite. Nous attendons peut-être 30 ans après, il n'y a pas la loi. Je crois qu'une des choses pour sortir de ce pays, c'est de faire une loi sur l'enrichissement illicite. C'est-à-dire que quelqu'un, si vous avez un niveau de vie qui ne correspond pas à vos revenus, vous devez pouvoir vous justifier. Si vous justifiez, c'est bon, vous partez. On n'a pas à attendre des gens 20 ans après pour dire qu'on va vous arrêter parce que vous volez. Mais le fait seulement de traîner un convoi de 50 voitures, dont chacune voiture c'est 50 millions, montre quand même qu'il y a un problème. Donc, pour moi, c'est juste pour dire pour les fonctionnaires. Moi, je pense que c'est vraiment, si on veut prendre l'esprit, il n'y a pas de changement dans ce pays si on ne commence pas à réinventer la fonction publique, à réinventer le rôle des fonctionnaires, à mettre des garde-fous, à mettre des garde-fous juridiques sur la capacité du fonctionnaire de s'accaparer de la richesse nationale. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Juste pour, je ne sais pas si c'est dans le débat, mais c'est juste pour relancer le débat. Une autre chose que je voulais dire, c'est aussi que on ne peut pas faire l'économie dans notre espace d'un choix démocratique des dirigeants. D'un choix dirigé par le peuple. Et je me donne 2 exemples. Une chose qui m'avait touché, c'est ce qui s'est passé au Venezuela, au temps de Chavez. Chavez est renversé par un coup d'État. 3 jours après, la population est remise au pouvoir. Parce qu'on a vu ce qu'il a fait. On a vu que ce pays qui était immensément riche était aux mains de quelques familles. Ouais. Donc, c'est le peuple qui a ramené Chavez au pouvoir. Donc, pour dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un pouvoir qui permet au peuple de se retourner dedans? De telle sorte que même si les gens mettent, je ne sais pas que l'Empire met ces armes-là, les gens disent nous on va mourir pour notre dirigeant.
D'où la nécessité d'une vraie démocratie. Non, pas seulement une démocratie, mais d'une démocratie qui soit nationale, qui est basée sur des d'entente entre les oligarchies. Si même l'élite, toute l'élite du Cameroun s'entend pour dire que c'est les dirigeants, au moins il a la légitimité d'avoir une assise. Mon gros problème, c'est de fuir le pouvoir personnel. Un pouvoir, si même ce n'est pas un pouvoir personnel, je vous ai dit, pouvoir personnel crée des dieux. Mais un pouvoir qui est partagé par plusieurs fait qu'on a d'abord ce pouvoir peut être remis en cause à tout moment. Hein? Et peut être questionné. Ça invite des extravagances et autres. Mais un pouvoir qu'on ne peut pas questionner, qu'on ne peut pas remettre en cause, pour à la ruine. Et le problème des Afriques francophones, c'est ça. Nos pouvoirs, on ne peut pas interroger. On ne peut pas dire que tu t'es trompé un peu. Qui ne peut pas se tromper? Tout homme peut se tromper du fait qu'on est homme. Mais si nous sommes 5, on diminue la marge d'erreur. Si on est 10, 20, 30, 50, 100 à être autour du pouvoir, comme une élite qui se produit vraiment avec une vision nationale, on diminue les limites du pouvoir et on a la capacité d'asseoir ce pouvoir sur un socle national. Parce que ce qui est dans les compétences des nations, ce sont les nations forces des nations qui ont une bonne assise nationale. Or, des nations basées sur des individus n'ont pas d'assises. C'est des choses fragiles, même si ça dure 100 ans. Professeur Bernard Alphonse Amboumaga, on observe que cette longévité dans les États africains, je veux dire la longévité des chefs d'État africains, on a pris le cas notamment de la sous-région Afrique centrale, a des effets dévastateurs, notamment sur le plan économique. Est-ce qu'il est possible, je veux dire, puisque la fin de cette longévité, ce n'est pas pour demain, lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe le microcosme politique, notamment dans ces États-là, on voit qu'il y a des chefs d'État qui sont encore jusqu'en 2034. Je pensais notamment au Rwanda avec le président Kagame. Peut-être vous voulez... Non, je n'ai pas répondu à la question. Je m'excuse, je voulais répondre avant qu'il ne prenne, s'il me permet. Je voulais dire que moi, l'historien n'est pas un devin. Dans la vie des nations, 10 ans, ce n'est rien du tout. Et personne ne connaît l'avenir. Je me rappelle, j'étais étudiant quand le mur de Berlin est tombé. Nous avions eu 6 mois avant un spécialiste du géostratégie machin qui est venu, c'est le professeur Lango qui l'avait venu des États-Unis. Il nous avait expliqué que le communisme avait encore un long temps à faire. Mais quelques mois après, le mur de Berlin est tombé. Pour dire que, mon ami, il ne faut pas être trop péremptoire sur l'avenir des peuples. Les peuples, d'abord, je crois que Dieu est le maître de l'histoire. Hein? Notre histoire, mon histoire, c'est quoi, 50, 70, 100 ans, c'est rien du tout. Ouais. Mais l'histoire des nations est plus grande, plus longue que ça. Donc, à mon avis, il faut dire au peuple d'Afrique aussi qu'il ne faut pas perdre l'espoir, il ne faut pas perdre l'espérance. Il y a toujours une capacité, pour ce que l'autre appelle la ruse de l'histoire, il y a capacité pour ces peuples de rebondir. Parce que si nous ne créons pas un contexte d'espérance, nous avons augmenté la désespérance, la difficulté, et les gens vont... Donc, il faut dire on ne sait jamais, demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire. Sur cette question, donc, professeur Amgou, est-ce qu'il y a des moyens de faire autrement pour contourner ces difficultés d'ordre économique ou social que pose la question de la longévité? Je crois que nous avons dit une chose qui est essentielle, c'est que cette longévité doit être adossée à une vision. Je reste sur cette ligne-là. Et ce que je pourrais simplement ajouter, c'est que cette vision doit être globale. C'est-à-dire qu'elle ne concerne pas simplement ceux qui sont au sommet de la structure, elle concerne tous les segments de la société. Tout à l'heure, nous avons parlé des fonctionnaires. Je suis fonctionnaire de l'enseignement supérieur. Est-ce que je participe de cette vision? Parce que souvent, quand nous disons les fonctionnaires, on voit seulement ceux qui sont les secteurs des impôts, des douanes, des policiers, autres. Moi aussi, je suis fonctionnaire. Il faudrait que nous soyons... cette vision doit être... Moi, je suis fonctionnaire de l'enseignement supérieur. Est-ce que l'université est dans cette vision? Est-ce que tous les autres segments de la fonction publique sont dans cette vision? Est-ce que les hommes d'affaires, entre guillemets, ceux qui se prétendent comme tels, sont dans cette vision? Est-ce que nous participons à la création des capitaines d'industrie? C'est pour ça que le fonctionnaire que je suis est toujours admiratif de ce que j'ai appelé le mythe japonais. Ce sont les fonctionnaires qui sont dit, ce pays nous appartient. Qu'est-ce que nous en faisons? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas jeter les fonctionnaires aux orties. Non, les fonctionnaires peuvent servir à quelque chose. Non, mais la vision doit être globale.
y compris vous, les hommes des médias. Mais il faudrait... Donc, si la longévité aide à avoir une vision, dans ce cas, elle est productive. Si la longévité n'est pas adossée à une vision, elle devient contre-productive. Pour moi, c'est aussi simple que cela. Mais pour qu'on n'ait pas le sentiment que tout le monde a le même niveau de responsabilité, il y a une élite politique, en tout cas, il y a une élite politique qui doit implémenter une longévité, qui doit fabriquer cette vision-là, qui doit impulser cette vision-là, qui doit ensuite être reprise par les différents pans de la société. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait certaines personnes qui impulsent la vision. Et ça peut aussi être nous, les intellectuels. C'est-à-dire qu'on finit par l'imposer à l'élite politique, dire, voici ce que nous voulons. Vous êtes peut-être au pouvoir, vous êtes devant, mais voici ce que nous pensons dans notre pays. Oui, nous aussi, c'est aussi notre responsabilité à nous, les intellectuels. Il ne faudrait pas simplement attendre que ça viendra d'un individu lambda, parce que c'est lui qui a le pouvoir, qui dira, voici le cap. Mais on peut aussi l'aider à trouver le cap et comment mieux assurer ce cap-là. De telle enseigne que, quels que soient les individus qui se succèdent au sommet de l'État, la vision reste la même. Messieurs, on est en train de sortir l'émission. Oui, avec votre permission, je voudrais ajouter à ce que vient de dire le professeur Amoubou, qu'en réalité, ce n'est pas seulement des catégories, même les individus. Chaque individu doit se sentir impliqué. Je prends un exemple simple. Il y a quelques mois, le ministre des Enseignements secondaires a décidé de réécrire les programmes des enseignements au niveau du secondaire. Eh bien, on s'est aperçu que cette dame, c'est une dame, hein, soit dit en passant, que ce ministre-là et son équipe ont décidé de ne plus enseigner l'histoire dans à partir de la classe de seconde, dans certaines filières. Je trouve que c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'avant, quand un ministre a une idée comme celle-là, c'est de réunir une équipe de personnes compétentes qui réfléchissent, qui cogitent, qui rendent leurs papiers, et à partir de là, les hauts fonctionnaires autour d'elle vont travailler. Autrement dit, pour vous, ce manquement-là traduit justement une absence de vision. Absolument. Absolument, c'est parce que chaque ministre croit, je suis à ce poste pour faire ce que je crois bon de faire, et non pas en me posant la question, est-ce que ce que je fais là, c'est pour l'avenir du pays. Donc, j'ai dit, dans ces conditions-là, il y a un certain nombre de choses à revoir. Que ceux qui ont le pouvoir aient la faiblesse d'interroger tous ceux qui peuvent leur apporter de la lumière. Je vais terminer avec un exemple patent. Dernièrement, il y avait une réunion à l'université de Douala, présidée par le recteur de l'agence des universités francophones. Ce monsieur-là, entre le pont de la Dibamba et la salle de réunion, c'est à l'IUT, il a mis 4 heures. Quand il y avait un chantier là. Vraiment, la première chose qu'il fait, quand il s'assoit, une fois qu'on est assis, pour commencer les travaux, il dit, mais je ne comprends pas. Pour faire 15 km, j'ai mis 4 heures. Et quand je vois les statistiques sur les thèses qu'on rédige et qu'on soutient brillamment au Cameroun, je me dis, est-ce que ces enseignants, vous les enseignants, quand vous voyez ça, pourquoi ça ne vous interpelle pas? Alors aujourd'hui, chacun de nous doit se savoir interpeller, et tous ceux qui ont le pouvoir de décision doivent savoir que personne n'a la science infuse. De demander à un technicien comment est-ce que ça se passe, parce que quand vous voyez que c'est les gens qui sortent de l'ENAM qui dirigent tout le pays, quand ils discutent du port en eau profonde de Kribi, vous pensez qu'à l'ENAM, ils ont reçu le savoir-faire? Non. Donc, il faut que chaque administration, chaque entreprise et chaque individu sache se remettre en question et dire à quoi je peux servir dans mon pays. Et moi, avant de me décider, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Et je vous assure, ça changera beaucoup de choses. Merci, messieurs, d'être venus. Professeur Emmanuel Tuntua, infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Merci, Duval.
Je ne sais pas s'il faut dire un mot de la fin. Oui, un dernier mot. Moi, bon, mon seul mot, c'est de dire qu'il nous faut revoir notre système politique. Il faut d'abord et avant tout créer le cadre d'un gouvernement national, foncièrement national. C'est d'abord l'élite politique, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir qui pensent. Ce n'est pas tout le monde qui pense. Ceux qui indiquent le cap, qui fixent le cadre. Et maintenant, les gens par exemple, chez nous, pourquoi l'impunité? Il suffit qu'il y ait une loi et bien appliquée, la loi ça marche. Donc il faut d'abord que ceux qui ont le pouvoir, que ceux qui dirigent, pensent, indiquent le cadre, tracent la ligne et demandent conseil. Et pour tracer les lignes, il faut demander conseil, c'est-à-dire qu'ils s'entourent des personnes compétentes pour tracer les lignes et maintenant obligent les autres à suivre. Parce que dès qu'on va suivre et qu'on va rendre compte que pour notre intérêt, on va pouvoir défendre ça. On ne peut pas défendre ce qui ne nous appartient pas. Et le peuple ne défend que ce qui lui appartient. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci donc à vous, professeur Emmanuel Tuntua. Merci à vous, professeur Bernard Alphonse Amougou Marga, d'être venu. Je rappelle que vous êtes politologue, vous êtes au département des sciences politiques à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Le professeur Simon Basilikine est économiste, il est inspecteur général des affaires académiques à l'Institut universitaire catholique Saint-Jérôme de Douala. Le professeur Emmanuel Tuntua est historien, il est spécialiste d'histoire politique et enseignant à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette autre livraison de 237 débats. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Merci. Merci.